Bonjour à tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast live d'Anywhere Uni avec mon invité qui est ce soir Jonathan de l'Université de Montréal. Bonsoir Jonathan, merci beaucoup d'être avec nous. Merci de l'invitation. Écoute, c'est un plaisir de vous avoir. On a beaucoup d'intérêt vers le Québec puisque voilà, nos étudiants sont souvent bilingues, mais en tout cas sont tous francophones. Et donc évidemment, l'Université de Montréal, le Canada, ça fait rêver. Et donc on va pouvoir en parler un peu plus ensemble. Donc avant de démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement quel est votre rôle à l'Université de Montréal? Oui, bien sûr. Donc, Jonathan Castex, donc je suis responsable de la promotion et des activités à destination des futurs étudiants au service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Ça fait 7 ans maintenant que je suis à l'Université de Montréal comme employé. Puis avant ça, j'ai fait l'équivalent de mon baccalauréat, l'équivalent de la licence et la maîtrise également à l'Université de Montréal. Donc, je connais bien à la fois le côté étudiant, le côté après employé. Puis encore avant ça, ça s'entend peut-être un petit peu, je suis originaire, de France, donc j'ai fait le baccalauréat français et j'ai immigré ensuite au Canada, donc je connais également très bien le système français, puis les questions éventuelles que les personnes qui nous regardent pourraient avoir. Donc encore une fois, plaisir d'échanger, avec vous pour répondre à ces questions. Bon, c'est parfait puisque, on a effectivement, la plupart de nos élèves, nous on a beaucoup d'élèves français, mais la plupart de nos élèves en tout cas, même si la majorité n'est pas française, la plupart préparent, le baccalauréat général français. On a aussi quelques élèves qui préparent l'IB ou le US, High School Diploma, mais on a beaucoup qui préparent le bac français. Donc votre profil ça va être très intéressant. Justement, vous êtes passé par là vous-même, il y a quelque temps, mais voilà, les mécanismes sont similaires et puis, on va pouvoir, se mettre à jour de tout ça. Donc, je vais démarrer avec une question un petit peu large, mais comment est-ce qu'on pourrait présenter, l'Université de Montréal, heu, voilà, en tant qu'institution? Alors, vaste question. Je vais essayer évidemment de ne pas prendre trop de temps, mais c'est tellement gros l'Université de Montréal. C'est vraiment le premier pôle d'enseignement supérieur au Québec. Puis c'est l'une des plus importantes universités de recherche au Canada. Et également, si on regarde les classements internationaux, toute université, toutes langues confondues, on est quand même très bien placé. Donc, on est avant tout, c'est ça, une université de recherche. On propose 600 programmes d'études, donc on a pratiquement tous les domaines qui sont représentés. Puis, on est l'une des plus importantes universités de langue française dans le monde. On veut vraiment se démarquer dans la francophonie, puis à l'international en général. Donc, avec l'idée de pouvoir venir faire ses études en français, mais de pouvoir rayonner ensuite à l'international. Donc, en quelques mots, là, si je peux résumer, c'est vraiment ça, une belle université avec des études de qualité, puis un diplôme qui est reconnu un petit peu partout dans le monde par la suite. Et donc vous proposez à peu près toutes les filières qu'on peut attendre d'une université large, de l'architecture, aux sciences, à la médecine, aux l'ingénierie, l'histoire, à peu près tout est proposé à l'Université de Montréal? Pratiquement tout. Et il y en a un que vous avez cité qu'on ne propose pas. Dans le fond, on a tous les grands domaines. Donc, comme vous disiez, les sciences de la santé, les médecines, les biochimies, les sciences, les arts et sciences, la littérature, la philosophie, l'histoire. Vraiment, vaste champ de possibilités. Les 2 seuls domaines que l'Université de Montréal, l'entité, ne propose pas, c'est tout ce qui est l'ingénierie, parce que c'est notre école affiliée Polytechnique Montréal, qui l'offre, puis les études de commerce marketing, parce que c'est notre deuxième école affiliée, HEC Montréal, qui l'offre. Mais en en nous réunissant toutes les 3, on propose pratiquement tous les domaines d'études, puis des domaines particulièrement intéressants pour les étudiants internationaux. On a, les droits, évidemment, on a une faculté de droit avec un baccalauréat en droit. On a les sciences politiques, les études internationales, les physiques, les chimies, les sciences biologiques, tous les sciences de la communication, la criminologie, la psychologie, bref, ça fait partie un petit peu des secteurs qui sont, prisés, on va dire, par les étudiants internationaux qui viennent chez nous. Alors, parlons un petit peu donc oui, c'est très bien que vous ayez reprécisé effectivement qu'il y a l'école d'ingénieurs de l'Université de Montréal qui est Polytechnique Montréal assez qui est au final, assez indépendant, a son propre système et pareil pour HEC, Montréal. Donc là, aujourd'hui, on avait déjà invité d'ailleurs, HEC Montréal. Donc là, on va vraiment se concentrer sur, l'Université de Montréal et donc, pas sur les programmes d'ingénierie ni sur les programmes, commerce. Donc, lorsqu'on vous parliez de reconnaissance de diplôme. Heu, alors qu'est-ce que ça veut dire pour, nos étudiants? Est-ce que ça veut dire que, heu, alors si on peut prendre l'exemple de la France puisqu'on a quand même beaucoup d'étudiants qui soit sont basés en France, soit sont intéressés pour potentiellement travailler plus tard pour la France.
Est-ce que le Québec, la France, les diplômes, comment ça marche? On sait qu'au sein de l'Union européenne, les diplômes sont reconnus. Comment ça marche entre l'Europe ou la France et puis, un diplôme obtenu à l'Université de Montréal? Ouais, dans le fond, c'est une très bonne question. En fait, on a la chance d'avoir, de très belles ententes entre la France et le Québec puisque, le système universitaire, postsecondaire, ça c'est vraiment une compétence qui est provinciale. Donc il y a des ententes entre le Québec et la France que n'ont pas les autres provinces et dans le fond, il y a une reconnaissance, garantie, je dirais, des diplômes. Donc un étudiant qui a un baccalauréat français, il rentre automatiquement dans ce que nous on appelle, et c'est là que c'est un peu confusant, le baccalauréat canadien-québécois, donc un baccalauréat Le bachelor, universitaire. C'est le ça, on pourrait exactement. Nous, on traduit tout, au Québec, on traduit tous les mots, donc bachelor est devenu baccalauréat. 2-3 ans, donc comme une licence, puis un étudiant qui ensuite souhaite, rentrer en France, par exemple, faire, un master, ce que l'on appelle une maîtrise, de 2 ans, beh, il peut rentrer automatiquement, puis la faire sans année préparatoire non plus. Donc il y a vraiment une fluidité entre nos programmes. Puis pareil, un étudiant qui a fait son master en France peut venir faire un doctorat directement chez nous sans année préparatoire, remise à niveau, et cetera. Donc, c'est en fait, le système québécois universitaire, c'est un peu comme le système LMD, licence, master, doctorat. Il n'y a que les noms qui changent. Dans le fond, baccalauréat pour 3 ans, ensuite maîtrise de 2 ans, puis ensuite le doctorat. Mais c'est vraiment des systèmes très compatibles, je dirais. alors, ça sort un petit peu du champ de l'Université de Montréal, en elle-même, mais il y a aussi des accords métiers, non? Quand on arrive à certains titres, d'infirmier, d'architecte, d'avocat, où il peut y avoir des reconnaissances facilitées avec la France? Oui, absolument. Pour beaucoup de professions, il y a des reconnaissances facilitées. Le diplôme et les compétences sont reconnus. Donc, vous avez fait des études en sciences politiques, en histoire, ou peu importe. Vous êtes vraiment reconnu comme si vous l'aviez fait en France, en Europe. Là. Donc, c'est assez facile. Il y a quelques corps de métier où ils pourraient, en fonction des ordres professionnels, architectes, sciences infirmières, par exemple, où ils pourraient vous demander de faire une mise à niveau selon le pays ensuite où vous rentrez. Mais ça reste quand même similaire. Puis, droit, c'est, très intéressant parce que vous fassiez, vos études de droit au Québec ou en France, beh, c'est le même système. Le système québécois ressemble beaucoup plus au système français qu'au système, anglo-saxon. Donc vous pourriez très bien faire vos études au Québec, puis ensuite passer le barreau en France ou inversement en France, puis passer le, barreau au Québec. Donc il y a comme ça pareil pour les métiers, comme vous dites, de belles reconnaissances. Oui, c'est ça, parce que c'est du droit civil au Québec, ce qui est différent de la common law qu'on a sur le reste du Canada et donc plus facile pour les équivalences et du coup, on peut faire du droit tout de suite après le lycée, ce qui n'est pas le cas, dans le plus reste de l'Amérique du Nord. Est-ce que c'est la même chose pour la médecine? C'est plus compliqué, non? Oui, la médecine, c'est un petit peu, compliqué parce que, les, doctorats de, santé, donc médecine, médecine vétérinaire, optométrie, pharmacie et médecine dentaire, donc les 5, ce qu'on appelle doctorats de premier cycle, ça sont réservés aux Canadiens et aux résidents permanents du Canada. Il y a généralement 1 à 2 places par année pour les internationaux, mais les internationaux au sens large là, donc c'est très contingenté et ça, c'est une directive du gouvernement, ce ne sont pas les universités qui l'imposent. Donc c'est sûr que c'est plus difficile. Si vous avez par contre des étudiants, et ça arrive, je sais que vous êtes en relation dans les lycées français à l'étranger, ben, il y en a qui sont canadiens, résidents permanents. Eux, ils ont une voie d'accès facile, en autant qu'ils aient les notes et tout ça, mais ils peuvent appliquer. Pour les étudiants internationaux qui ne sont pas citoyens canadiens ou résidents permanents, c'est plus difficile de rentrer en médecine. C'est juste ces programmes-là, ces 5 doctorats-là, plus ergothérapie, physiothérapie, qui sont, c'est ça, réservés aux citoyens canadiens résidents permanents. Et est-ce qu'il faut, même avoir une résidence, au Québec, plus spécifiquement que juste être canadien ou résident permanent? Absolument, uniquement pour le médecine, donc pas médecine dentaire, médecine vétérinaire, mais pour le médecine, la médecine générale, elle me dit: «Beh, là, oui, il faut également être résident du Québec», donc soit avoir, par exemple, un parent qui est né au Québec, être soi-même né au Québec ou y résider depuis tant de mois avant de déposer sa demande d'admission. Donc je rappelle, c'est vraiment ces programmes qui sont spécifiques. Pour les, 600 autres programmes, il n'y a pas de restriction, Ouais, mais ouais. pour ces programmes de médecine, c'est un peu particulier. Et donc les élèves sont parce que dans le cas reste du Canada, on voit des bachelors, donc des baccalauréats, qui sont proposés en 4 ans. Alors comment ça marche? Pourquoi est-ce que, au Québec, parfois c'est 4 ans, parfois c'est 3 ans? Notamment pour les bacheliers français ou les élèves qui arrivent avec un IB, un diplôme d'IB complet. Mmh. Comment est-ce que ça fonctionne, à ce niveau-là?
C'est parce que souvent dans le reste du Canada, les baccalauréats, par exemple, les bachelors de 4 ans, ils ont une année qu'on appelle 0, l'année préparatoire. Puis nous également, on a cette année préparatoire pour certains étudiants internationaux, mais les étudiants qui sont, par exemple, reconnus IB ou du baccalauréat français, particulièrement, ben, on reconnaît la qualité du baccalauréat qu'ils ont, on sait ce qu'ils ont appris, on connaît les notions, on sait comment ils sont préparés pour entrer à l'université. Donc, dans le fond, ces étudiants qui ont le baccalauréat français, par exemple, ben, ne passent pas par l'année préparatoire. Donc, du coup, ils rentrent directement dans le baccalauréat universitaire et c'est pour ça que c'est 3 ans et non pas 4 ans pour ces étudiants. Est-ce qu'il faut certaines notes au bac pour sauter, entre guillemets, avoir cette année zéro, cette année préparatoire, ou est-ce que c'est automatique à partir du moment où on a le bac on accède à des programmes en 3 ans? C'est automatique. Dans le fond, dès que vous avez le baccalauréat français, c'est un peu un sésame où vous êtes exempté de l'année préparatoire. Ça, c'est vraiment automatique. Par contre, quand vous allez faire des demandes d'admission dans un ou plusieurs de vos programmes, ben là, on va regarder vos notes. Puis pour les matières, les programmes scientifiques, on va regarder également votre cheminement. Donc nous, l'évaluation se fait vraiment sur l'excellence du dossier académique. Donc on va vraiment regarder ça pour quand vous allez rentrer en fait au baccalauréat, avant d'y rentrer pour être admis, mais encore une fois, pas d'année préparatoire pour ceux qui ont le baccalauréat français, qu'il est fait d'ailleurs en France ou ailleurs, parce que des fois on pose la question, ça n'a pas rapport avec la nationalité que vous avez, mais vraiment avec le diplôme du système scolaire que vous avez. Et donc, ça, parce qu'on n'a pas forcément besoin de rentrer dans les détails du système du cégep au Québec, où il y a ces 2 années pré-universitaires entre le lycée et l'université. Mais est-ce que ça veut dire que cette première année, elle est un peu, j'allais dire sportive, enfin, en tout cas, elle est pas facile pour les élèves puisqu'ils ont peut-être est-ce qu'ils ont 1 an de moins que les Québécois qui sortent d'un cégep? Ils ont pas fait l'année zéro contrairement à d'autres élèves qui arrivent de d'autres systèmes. Est-ce que cette transition, ça la rend un peu plus, c'est un peu plus dur, ou comment est-ce que vous voyez la transition des élèves qui arrivent comme ça sans faire cette année 0? Oui, alors c'est ça, vous apprendrez si vous vous joignez à nous au Québec. Le Québec est vraiment un système unique au monde, hein. On est les seuls à avoir le cégep, donc ça n'existe pas ailleurs au Canada ou dans le reste du monde. C'est vraiment, 2 années entre le cégep et entre le secondaire et l'université que nos collégiens au Québec ont, que n'ont pas les autres, pays du monde. Donc c'est sûr que quand vous rentrez à l'université, nos cégepiens ont une année, de plus. Donc, il peut y avoir, de temps en temps, des questions sur le niveau et autres, mais il faut savoir que tous les étudiants qu'on admet, selon nos critères d'admission, on sait qu'ils vont rentrer et réussir, le programme. C'est vraiment, comme on est basé vraiment sur, chaque programme d'études a ses critères, ses exigences d'admission, on sait que toutes les personnes qu'on admet ont tout pour réussir. Par contre, à l'Université de Montréal, c'est vraiment, notamment depuis la réforme du bac français, la grande réforme de 2021. On a développé vraiment du tutorat, du mentorat. Il y a énormément de services d'aide et d'entraide à l'université avec des étudiants actuels de dernière année ou de niveau maîtrise, notamment pour les matières, les programmes d'études scientifiques, pour vous aider à réviser certaines notions, les conforter. Tout est mis en place en fait pour vous aider à réussir dans votre programme, dans votre cheminement, parce que les étudiants qu'on admet en première année, notre objectif, c'est qu'ils se rendent en dernière année. Il n'y a pas d'écrémage. En tout cas, on fait tout pour qu'il n'y ait pas d'abandon ou d'échec. On essaye de tout mettre en place, mais il y a une partie qui appartient à l'étudiant. Mais je dirais qu'on met vraiment tout en place pour que vous ayez les mêmes ressources qu'un étudiant du Québec qui a fait le cégep. Ouais, ça, c'est très important, hein, pour les élèves de comprendre ça, que parfois il peut y avoir un peu plus de sélection à l'entrée, mais du coup, l'avantage de cette sélection, c'est qu'après, l'objectif, c'est que tout le monde aille au bout, et que les universités sont fiers de dire on a 100% des élèves qui viennent en première année ou 95% qui terminent, alors que dans nos systèmes, on a l'impression que c'est un peu ouvert à tous, mais du coup, il y a un vrai écrémage qui se passe, et donc ça, c'est un vrai confort pour les études en termes de pression. C'est sûr. Super. Petite question là que je voyais dans le chat au niveau des études de droit. Est-ce que c'est le bachelor en droit, c'est 3 ans ou c'est plus long? Oui, c'est 3 ans. Donc, dans le fait, vous faites vos 3 années, d'études, puis ensuite, soit vous rajoutez une quatrième année qu'on appelle l'année common law, pour, étudier le droit, anglo-saxon, ou alors vous passez directement, le barreau. Donc vous avez le stage et le barreau, mais vous devenez avocat. Donc 3 années d'études et ensuite l'école du barreau pour pouvoir devenir avocat. D'accord, et on pourrait après, donc après ce bachelor de droit civil à l'Université de Montréal, on peut prétendre même à aller faire un LLM aux États-Unis, ou
on a un bac. Absolument, absolument. Vous avez, notre système universitaire est reconnu partout dans le monde, donc vous pourriez appliquer dans n'importe quelle université, qui vous fait plaisir selon leurs propres exigences d'admission, mais oui, absolument. Alors, avant de rentrer un petit peu dans des choses un peu plus techniques, à quoi ça ressemble une semaine type à l'Université de Montréal en termes de volume horaire, voilà, de rythme de cours, du rythme de l'année scolaire, des examens? C'est quoi l'esprit, l'ambiance, le niveau? Alors, vaste question. Commençons un petit peu par le calendrier universitaire, dans le fond. Donc, il y a, 3 trimestres, mais 2 qui sont obligatoires pour le premier cycle, donc le premier niveau universitaire, le niveau baccalauréat. C'est le trimestre d'automne, de septembre à décembre, puis le trimestre d'hiver, de janvier à début mai, fin avril, début mai. Puis ensuite, il y a le trimestre d'été, puis ça recommence à chaque fois. Euh, pour chaque trimestre, donc de septembre à décembre, les étudiants doivent être à temps plein, donc choisir entre 4 et 5 cours par trimestre, entre 12 et 15 crédits. Je n'entrerai pas tout de suite dans les crédits universitaires, mais ça représente, puis là, je fais vraiment une généralité, mais ça dépend un petit peu des fois par programme, là. Mais si en général, c'est 3 heures effectives à l'université par cours. Donc, vous avez 3 fois 5, 15 heures à faire à l'université sur les bancs de l'école, sans compter le travail personnel, les bibliothèques, etc. Puis chaque trimestre, vous changez, vous choisissez vous-même vos cours à travers des cours obligatoires. Donc, la première année, pour résumer, encore une fois, c'est une année de tronc commun. Introduction, puisqu'on parlait de droit, introduction au droit, introduction à la Constitution, etc. Puis les années 2 et 3 de votre baccalauréat, ben, c'est des années de spécialisation. Donc, c'est vous qui choisissez vos cours à travers une longue liste. Puis, vous pouvez comme ça ben, créer un peu votre horaire. Moi, vous les connaissez d'avance. J'aimerais travailler lundi, mardi, mercredi à l'université, puis ensuite avoir repos. Enfin bref, vous construisez un petit peu votre agenda, votre emploi du temps. Donc, c'est ça. 15 heures effectives, sans compter le travail personnel, il faut à peu près doubler. Donc, je vous dirais un 30 heures. Puis le reste, c'est profiter de la vie étudiante, profiter des sorties, profiter du Québec, de Montréal. Vous allez vivre des années, je l'ai vécu, donc je peux le dire, inoubliables. Là, prenez du temps, étudier, mais prenez du temps pour profiter de notre belle université, puis notre belle métropole également. Et alors, à quoi ça, la population étudiante à l'Université de Montréal, c'est quoi le mix entre les Québécois, les francophones d'ailleurs, d'où viennent les élèves? Pour vous donner, une petite idée, juste l'université de Montréal, c'est à peu près 45 000 étudiants, donc c'est quand même, la plus grosse université, au Québec. Puis les étudiants internationaux, là, si on prend également avec nos 2 écoles affiliées, c'est un peu plus de 10 000 étudiants internationaux. Donc il y a des étudiants qui viennent de littéralement partout dans le monde. On est très, très international, on accueille des gens, de la France, de l'Espagne, du Liban, des États-Unis, de l'Amérique du Sud, du Brésil, un peu de partout. Et je vois la question venir, le premier contingent d'étudiants étrangers, historiquement, évidemment, ce sont des étudiants qui viennent de la France, France métropolitaine et Drôme. Donc c'est ça, c'est le plus gros contingent parce qu'il y a des liens historiques entre nos pays, mais il y en a littéralement je ne me rappelle plus combien de pays là, mais c'est pratiquement presque autant qu'il y a de pays dans le monde, là. OK, alors et ça me fait une belle transition pour, ma question, suivante. Un autre des intérêts, pour les Français les détenteurs du passeport français, c'était les frais de scolarité. Donc ma prochaine question est sur les frais de scolarité. Comment est-ce que ça fonctionne? Quels sont les différents niveaux de frais de scolarité, les conditions pour accéder à tel ou tel, statut en termes de frais de scolarité? Donc, il faut savoir que les droits de scolarité, ils sont fixés par le gouvernement. Donc, il y a 3 paliers. Il y a si vous êtes un étudiant québécois du Québec, il y a si vous êtes un étudiant canadien hors Québec et il y a les étudiants internationaux. Donc, il y a différents paliers, différents prix, on va dire. Par contre, il y a une entente entre la France et le Québec, encore une fois, sur les droits de scolarité. Donc, au premier cycle, premier niveau universitaire, au baccalauréat, les étudiants français vont payer comme les canadien. Puis là, quand je dis français, c'est bien la nationalité et non pas le diplôme. Mais si vous avez le passeport, la nationalité française, vous allez payer comme les Canadiens. Et on est aux alentours de 10 000 dollars canadiens par année. On vous le donne par année et j'oserais pas le dire en euros parce que c'est ainsi les taux de change fluctuent quand même Oui, le pas dollar mal. canadien est pas au meilleur de sa forme. C'est ça, on a connu mieux, donc je ne veux pas dire de bêtises, vous pourrez aller vous-même regarder sur les convertisseurs, mais c'est 10 000 dollars canadiens pour l'année. Dans le fond, la moitié à payer. En fait, vous avez une facture qui tombe en septembre
et vous avez une facture qui tombe en janvier, donc 5 et 5. Puis l'été, si vous n'avez pas de cours et que vous êtes en congé, en repos, vous n'aurez pas de facture. Donc c'est important de savoir, on a 3 trimestres, mais il ne faut pas faire fois 3 quand vous calculez votre scolarité, il faut faire fois 2, l'automne et l'hiver. Donc c'est vraiment un 10 000 annuellement pour un premier cycle. Et quand vous êtes au cycle supérieur, niveau maîtrise, doctorat, ben là, c'est encore moins cher parce que les étudiants qui ont la nationalité française payent les mêmes droits que les Québécois. Donc là, vous êtes aux alentours de 2 500 $ par trimestre d'études. OK, Donc c'est quand super. même un avantage vraiment compétitif. Et en Amérique du Nord, vous ne trouverez ça nulle part. C'est valable uniquement au Québec, pas dans le reste du Canada. Mais pour faire des études à l'étranger, c'est quand même un gros avantage que les étudiants français ont. Et alors, pour nos autres étudiants qui ne sont pas français, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est le même prix, quel que soit le programme? Est-ce qu'il y a des tarifs différents selon les programmes? Est-ce qu'il y a des possibilités de bourse? Comment est-ce que ça marche pour eux? Oui, dans le fond, c'est sûr que pour les étudiants qui n'ont pas la nationalité française, vous allez payer le droit des étudiants internationaux. Puis là, c'est sûr que c'est sensiblement plus cher. Il faut faire fois 2,5 à peu près à l'année. Par contre, il y a des bourses d'exemption. Pour aider les étudiants internationaux à venir, en fait, on offre des bourses à l'admission. Donc, vous n'avez rien à demander, rien à remplir comme formulaire. Quand on va étudier votre dossier à l'admission, en fonction des notes que vous avez eues, en fonction de l'excellence de votre dossier académique, vous pourriez avoir droit à des bourses d'exemption qui viennent alléger la facture, qui sont quand même assez généreuses, là, qui peuvent couvrir presque une session universitaire. Donc, ça peut toujours aider. Puis également, il faut savoir quand vous êtes particulièrement au cycle supérieur par la suite, ben, il y en a aussi au premier cycle, là, mais vous avez également des bourses qui sont données par l'université. Il y a des bourses de mérite. Plus vous avez de bonnes notes, plus vous pourriez avoir droit à des bourses et des bourses d'implication. Si vous êtes impliqué dans des associations, dans des clubs, etc., vous pourriez avoir droit, le temps que vous donnez à la collectivité, ben, il est reconnu en bourse. Et il y a également au cycle supérieur, en fonction de vos domaines de recherche et études, il y a la faculté, le département et l'université qui peuvent donner des bourses pour vous soutenir. Donc, il y a du financement qui est possible. Puis, je vous invite à aller sur bourse au pluriel .montréal.ca. Vous allez voir tout un répertoire avec toutes les bourses qu'on offre à nos étudiants pour essayer d'alléger un petit peu la facture. Super. Et alors, j'en profite pour parler un petit peu d'autres frais, inhérents à la vie, d'étudiant, à l'international. C'est les frais de logement et puis le logement de manière générale. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que les étudiants, internationaux, 10 000 ça fait beaucoup, à loger. Est-ce que les étudiants internationaux qui arrivent en première année, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des résidences étudiantes qui existent? Est-ce que c'est garanti, pas garanti? Où est-ce que les étudiants en général se logent? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Dans le fond, on a des résidences universitaires, donc des chambres pour nos étudiants. Puis dès qu'une personne elle est admise, ben, elle peut faire une demande. En fait, c'est le 1er mars de chaque année où un étudiant peut remplir une demande pour obtenir une chambre. C'est sûr qu'on n'a pas autant de chambres qu'on a d'étudiants, sinon il faudrait privatiser l'île de Montréal. C'est ça? Donc donc le nombre est limité, donc on vous conseille, beh, de faire votre demande pour obtenir une chambre et on verra où est-ce que vous êtes sur la liste d'attente. Puis également, vous pouvez commencer à faire des recherches sur, l'île de Montréal. Il faut savoir que l'île de Montréal, c'est 4 universités, c'est une ville qui est étudiante, donc il y a beaucoup de va-et-vient entre ceux qui arrivent et ceux qui partent dans le fond, donc il y a quand même, ça bouge beaucoup. Puis on a, au service à la vie étudiante, un bureau du logement hors campus. Donc ils ont des séances d'information pour nos amis, je pense que c'est à toutes les 2 semaines. Il y a également des guides également pour vous expliquer les différences par secteur, par quartier, les différents prix, ce à quoi vous attendre et cetera. Donc on ne fait pas la recherche pour vous évidemment parce que on a beaucoup d'étudiants entre, nos Québécois et nos internationaux, mais on vous aide quand même, à faire vos recherches. Actuellement, puis je vais être honnête, c'est sûr qu'il y a le marché locatif se tend un petit peu, à Montréal comme un petit peu partout dans les grandes villes là, mais ça reste on était déjà quand même assez loin de, Vancouver et Toronto, donc ça reste encore, viable, mais c'est sûr que on comprend que c'est un petit stress pour les étudiants internationaux, puis il faut vraiment pas hésiter. Nos admis, du moment où ils sont admis, toutes les 2 semaines, il y a une séance d'information où on est à votre contact, puis on peut vous aider là à faire vos recherches pour vous installer. Donc on sait que c'est stressant, mais on est là pour vous accompagner. Alors, parlons un petit peu du coup des démarches de candidature, un peu de la timeline de l'année. J'avais vu dans le chat une question, parce qu'aux États-Unis, parfois il y a des early admission, et cetera, des candidatures plus tôt. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut candidater dès la première, le grade 11? Est-ce que c'est forcément au grade 12? Au grade 12, à quel moment?
Voilà, pour un élève qui serait intéressé, déjà en termes de timing, quand est-ce qu'il faut, s'y mettre? Parlons pour l'université. Imaginons que vous voulez rentrer à l'université de Montréal dans un baccalauréat, premier niveau universitaire. Dans le fond, il y a vraiment une période, définie. Ça ouvre le 1er août de chaque année pour une rentrée en septembre suivant. Donc si vous êtes, imaginons au début de votre terminale dans le fond, ben c'est là qu'il va falloir vous poser les questions de: «Est-ce que je vais étudier à l'étranger?» Généralement, les étudiants, c'est autour de l'automne qui commencent à remplir, leurs demandes et vous avez jusqu'au 1er février pour encore une fois, septembre suivant. Donc il faut vraiment pas perdre de vue, cette période. Puis vous allez en fait chaque université au Québec a son propre système d'admission. Il n'y a pas de système centralisé comme il pourrait y avoir Parcoursup, par exemple. Donc vous allez sur Et le vous n'êtes pas sur Parcoursup d'ailleurs? ah, très bonne question parce qu'on l'a souvent, on n'est pas sur Parcoursup. On parle français, mais on n'est pas une université, française, donc faut nous trouver sur notre site à nous. Vous allez sur admissionsetmorale.ca, puis il y a vraiment, des indications pour remplir vos formulaires de demande, puis on pourra peut-être parler après des exigences, mais là, je vous donne un peu le timeline, mais c'est vraiment des dates à, pas oublier. Si jamais il y a certains programmes qui peuvent se prolonger après le 1er février, donc vous pouvez aller regarder puis, voir un petit peu comment ça se passe. Puis également, il ne faut pas oublier qu'il y a, une rentrée qui est possible à l'hiver. Parce que dans le fond, nous, on en a 2. Soit vous rentrez en septembre avec la cohorte d'automne ou certains programmes d'études peuvent vous permettre de rentrer en janvier. Donc là, pareil, il y a les dates sur notre site, vous pouvez aller complet si vous avez raté pour l'automne, là, ben, vous pouvez vous rattraper, pour l'hiver suivant, puis vous allez compléter, votre demande et vous rentrez en janvier. Vous perdez pas de temps parce que dans le fond, vous ferez quand même vos 3 ans, mais avec une session de décalé, donc ça n'influe en rien là, vos études. Est-ce que ça pourrait se récupérer sur ces sessions d'été là? Un élève pourrait potentiellement, faire une session d'été et enchaîner? Oui, l'étudiant pourrait, par contre, l'été, l'offre de cours est moins, vaste qu'à l'automne et à l'hiver. Donc il pourrait y avoir moins, ça serait pas parfait un 5 cours, par exemple, mais oui, en prenant des cours d'été à chaque été là, ben vous pourriez quand même rattraper un petit peu. Mais encore une fois, c'est juste en termes de trimestre. Je suis moi-même, dans mon temps, je suis rentré à l'hiver, puis je j'ai pas vu la différence entre quelqu'un qui était rentré à l'automne et à l'hiver là, parce que vous choisissez vos cours dans le fond, donc vous rencontrez vraiment à peu près au bout d'un moment toujours les mêmes de votre cohorte là, donc c'est ça. Super. Et alors au niveau des démarches de candidature, donc on a bien compris, c'est pas sur Parcoursup, on va sur le site de l'Université de Montréal, on monte son dossier directement là, au début de la terminale. Qu'est-ce qui est demandé, comme document pour, faire une demande d'admission? Donc là, vous allez remplir un formulaire qui est très simple à remplir. On l'a revu il y a quelques années, nom, prénom, information de base. Puis ensuite, on va vous demander donc on va vous créer un centre étudiant, donc 48 heures après avoir reçu, votre demande et après que vous ayez payé les frais inhérents, à l'admission. Et bien là, on va vous créer un centre étudiant, puis c'est là que vous allez téléverser les documents qui sont exigés. Quels sont-ils? Dans le fond, on veut voir tous vos relevés de la première, donc que vous soyez en trimestre ou en semestre, on veut tous les voir, y compris non LOL, le relevé final de première avec les notes anticipées au baccalauréat, les épreuves de français, et de la spécialité abandonnée. Puis, c'est à peu près tout. Mais pour certains programmes d'études, on va également, vous demander que vous nous fournissiez une preuve ou une attestation de l'option que vous avez pris parce qu'on n'est pas capable de l'avoir avec vos relevés de première. Donc, si vous avez pris mathématiques complémentaires, par exemple, ou mathématiques expertes, ben, on va vous demander une preuve comme quoi vous le suivez parce que ça va influencer votre admission dans le programme. Parce que, comme je l'ai dit, on regarde 2 choses quand on évalue un dossier. On regarde vos notes et on regarde également, le cheminement que vous avez pris pour programmes scientifiques. Donc vos 3 spécialités en première et les 2 en terminale, ainsi que l'option mathématiques éventuellement, que vous auriez pris. D'accord. Et donc il y a pas forcément besoin d'attendre d'avoir le premier bulletin de terminale pour, recevoir une offre? Non, c'est exactement ça. Nous, on encourage toujours les étudiants à appliquer à l'automne le plus rapidement possible. N'attendez pas forcément, le 1er relevé de la terminale parce que ça vous fait attendre des fois janvier, là, le retour des fêtes. Donc on est capable d'évaluer votre dossier avant, puis si jamais on vous demande, une attestation complémentaire, on va vous revenir assez rapidement. Donc n'attendez pas, si vous êtes prêts, déposer sur admissionsetmorale.ca. Puis j'en profite parce qu'on a parlé de Parcoursup. Cela ne vous empêche pas évidemment de faire vos demandes parallèles à Parcoursup. Là, on encourage toujours les étudiants à ne pas tout miser sur l'Université de Montréal parce que ben, on est sélectif, là, mais de faire également vos processus dans votre pays. Mais c'est ça. Et alors, si, revenons un petit peu sur ces options, notamment en mathématiques. Donc ça veut dire que vous avez des programmes qui peuvent exiger notamment
en plus de l'aspect maths, de faire les maths expertes? Oui, on a certains programmes qui exigent d'avoir mathématiques expertes. C'est des programmes, notamment comme informatique, mathématiques, parce que ce sont des programmes très exigeants à l'Université de Montréal, de haut calibre, mais évidemment, ça desservirait, un étudiant si on l'admettait sans le maximum de mathématiques, qu'il puisse faire. Donc c'est vraiment, important de le noter. Puis, quand vous allez sur notre site, donc de l'admission, pour chaque programme d'études, il y a une petite section exigences d'admission, puis vous allez avoir pour les programmes contingentés la note minimale qu'on exige, donc ça peut aller de 10 à 15 à peu près selon les programmes, et également la spécialité que vous devez avoir choisie. Pour tous les programmes non scientifiques, sciences politiques, droit, histoire, ce que vous voulez, ben, peu importe les spécialités choisies en première et abandonnées en terminale, ça serait bon, le cheminement est bon. Par contre, pour les matières informatique, mathématiques, physique, chimie, toutes les matières scientifiques, là, on va demander un cheminement défini qui varie d'un programme à l'autre. Des fois, on va vous demander d'avoir mathématiques expertes. Des fois, c'est juste la spécialité en première et en terminale. Des fois, c'est de l'avoir abandonné, mais d'avoir gardé mathématiques complémentaires. Donc, ça varie un petit peu. Puis, si je peux prendre une minute également, on a créé, suite à la réforme du bac français, parce qu'avant, il y avait à peu près 3 filières. Aujourd'hui, il y a à Voilà, peu c'était près, facile, il y avait les séries, on savait, voilà. on aimait bien ces filières, puis là, ça s'est rendu qu'on a calculé chez nous à peu près 88 possibilités, donc bon, en fait, on a 3 résultats possibles en fonction de votre cheminement. Soit c'est refusé parce qu'imaginons vous voulez rentrer en mathématiques, puis vous n'avez plus jamais fait de mathématiques, beh, là, ça va pas passer. Soit, vous avez, un cheminement qui est parfait, donc les 3 bonnes spécialités en première, les 2 bonnes exigées en terminale et ou l'option. Ben là, vous rentrez, sans problème dans le programme, une fois que la note est vérifiée. Par contre, il y a des cheminements qui sont proches, mais pas tout à fait le bon, c'est-à-dire vous avez abandonné SVT au lieu de physique-chimie ou mathématiques au lieu d'SVT. Bref, vous êtes quand même dans les sciences, mais il y a certains programmes qui vont vous proposer vous rentrez dans le programme parce que vous avez les connaissances qu'il faut. Par contre, on va vous donner un cours de mise à niveau des notions que vous n'auriez pas vues avec la spécialité abandonnée. Parce que ça vous permet ça nous évitait pour des, étudiants qui ont quand même un profil très scientifique de dire: «Ah ben non, tu as abandonné la mauvaise spécialité, mais tu étais à ça». Ben non, on a quand même un processus qui vous permet de couvrir les notions que vous n'aurez pas vues. Donc c'est toujours en 3 ans, vous ne le verrez pas, c'est intégré dans votre cheminement. Vous devez faire ce cours-là, puis si vous le réussissez, vous continuez votre cheminement, mais on vous donne ces notions que vous n'auriez pas vues. Donc c'est 3 voies possibles là pour être admis. Et ouais, effectivement, ça complique un peu les choses parce que selon la taille des lycées, tous les lycées n'ont pas toutes les options. Par exemple, donc un lycée qui parce qu'il y en a pas mal au final, qui n'offre pas, par exemple, maths expert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élève doit le passer au CNED pour, pouvoir être éligible? Oui, si par exemple c'est exigé sans prescription possible, c'est-à-dire sans qu'on puisse durant la première année donner ces notions-là, ben là oui, faut une des solutions, ça serait de le passer par le CNED, puis fournir avec l'admission la preuve que l'étudiant est en train de le suivre et son admission, c'est important de le mentionner, les étudiants internationaux ont souvent une admission qui est conditionnelle. Elle est C'était ma prochaine conditionnelle. question, donc parfait. C'est ça, beh, elle est conditionnelle à la réussite de votre baccalauréat. Donc on va vous admettre, mais sous condition que, un, vous obteniez la note qui est exigée, donc elle sera affichée sur votre lettre d'admission et également la réussite des spécialités. Parce qu'on sait le baccalauréat français, ça peut compenser certaines notes, compense d'autres, mais nous, on va exiger que vous ayez réussi, par exemple, les mathématiques, la physique-chimie ou les SVT. Donc c'est vraiment, ces conditions-là. Puis en juin ou juillet, quand vous recevez vos relevés finaux, vous nous les envoyez, puis votre admission conditionnelle devient finale. OK. Donc admission conditionnelle qu'on reçoit, est-ce que ça dépend du moment où on a candidaté, j'imagine? Il y a pas de date, où on reçoit tous la réponse? Non, c'est au fur et à mesure. En fait, on a une équipe dédiée aux étudiants internationaux qui, dès qu'elle les reçoit, elle les étudie. C'est pour ça qu'on dit, ben, on vous encourage à appliquer vite à l'automne. Là, on fait des tournées un peu partout dans le monde quand on va au contact des étudiants. On leur dit, applique vite, puis plus tu appliques vite, plus tu as une réponse tôt, puis plus tu entames les démarches d'immigration tôt, parce qu'il ne faut pas oublier cet élément. Mais je dirais toujours pour les étudiants internationaux, votre meilleur allié, c'est le temps. Donc, commencez tôt, puis ça vous permet de voir venir un petit peu les différentes étapes. Et alors, comment ça se passe si on reçoit une offre, donc de l'Université de Montréal, bien avant du coup des résultats comme, Parcoursup? Est-ce qu'il y a certaines universités, il y a un déposit à déposer, donc il y a un paiement à faire, assez rapidement? Ou est-ce qu'il y a une date où il faut répondre? Aux États-Unis, c'est le 1er mai où il faut donner une réponse.
est-ce qu'il y a une date pour la réponse? Est-ce que du coup, le fait de candidater tôt, ça veut dire qu'il faudra répondre plus tôt? Est-ce que c comment ça se passe? C'est, une très bonne question. Dans le fond, c'est une nouveauté cette année, donc je vais, répondre le plus clairement possible. Dans le fond, les étudiants internationaux, ils ont à peu près 10 jours ouvrables pour répondre, pour accepter leur offre d'admission. C'est vraiment important, c'est ce qui permet de réserver votre place. Mais il y a également, depuis cette année, un dépôt qui est, requis de 1 000 $ canadiens. C'est un dépôt qui sera donc que vous payez à l'université pour réserver votre place, pour vraiment dire: «Oui, je suis intéressé à venir», puis ne donnez pas ma place à quelqu'un d'autre, évidemment. Puis si jamais vous continuez le processus, quand vous arrivez en septembre, que vous êtes effectivement à l'université, beh, ça sera crédité sur votre facture étudiante. Donc vous aurez ce 1 000 $ à moins à payer dans votre facture étudiante. C'est un peu comme un dépôt, un prêt, si on veut. Puis il peut vous être remboursé uniquement si vous avez prouvé que vous avez fait vos démarches d'immigration dans les temps, puis que vous avez tout fait pour vous pouvoir occuper votre place et venir à l'université. Donc, 10 jours ouvrables à peu près, puis la date limite peut changer là. Allez dans votre centre étudiant, si vous êtes admis évidemment, pour voir la date limite pour accepter votre offre. Cela étant dit, vous avez le droit, ben, c'est sûr que vous payez un dépôt de 1 000 $. Si jamais vous changez d'avis, vous pouvez perdre ce dépôt-là, mais par contre, ça vous permet, beh, de continuer les processus dans d'autres pays, puis finalement dire: «Non, non, je suis pas prêt, je vais rester en France». Oui, vous aurez perdu ce dépôt, mais au moins vous aurez eu toutes les cartes sur la table là pour pouvoir choisir entre, le Québec ou un autre pays ou, c'est ça. Donc avant de parler un petit peu du processus de visa étudiant, juste pour bien finaliser la démarche de candidature. Donc là, on a vu que c'était les bulletins de première, choix des spécialités, des options, résultats scolaires sur la première qui était la clé des admissions à l'Université de Montréal. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a besoin d'un SAT? Est-ce qu'il y a besoin d'un test de langue? Est-ce qu'il y a besoin d'un entretien? Est-ce qu'il y a une lettre de motivation, une lettre de recommandation? Tous ces autres éléments qu'on peut voir dans beaucoup de pays. Qu'est-ce que et voilà, est-ce que l'Université de Montréal ne regarde que ces bulletins de première ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu? C'est une bonne question. Au premier cycle, c'est vraiment l'excellence du dossier académique. On ne regarde pas, on n'est pas très holistique comme les systèmes nord-américains, à regarder les lettres de motivation, les implications que vous avez eues dans des clubs ou autres. Vous pouvez toujours le mettre dans votre lettre, mais on va vraiment regarder votre dossier académique. Donc, c'est les relevés de notes. Au cycle supérieur, niveau maîtrise doctorat, ben là, c'est différent. Vous allez avoir besoin de lettres de recommandation, vous allez avoir besoin de motiver votre projet d'études parce qu'on parle vraiment de niveau supérieur. Donc, les conditions d'admission sont un petit peu différentes pour les cycles supérieurs, mais pour le premier cycle, c'est vraiment les notes. Puis, je rebondis, j'en profite pour mentionner que dans une demande d'admission à l'Université de Montréal, vous pouvez faire jusqu'à 10 choix de programme. Donc, si vous hésitez, vous n'avez pas à hésiter, par exemple, entre droit, sciences politiques, études internationales, le fameux trio que beaucoup nous demandent Ouais, c'est à ça. l'étranger, ben, vous pouvez déposer une demande dans les trois. On va vous donner une réponse dans les trois. Puis, si vous êtes accepté dans les trois, ben, ça sera à vous de nous dire dans lequel vous voulez aller. OK, et pas de pénalité, en fait, de choisir plusieurs programmes? Parce qu'il y a des pays dans lesquels on pousse vraiment les élèves à choisir un domaine d'études. Là, l'élève peut choisir des choses très différentes. L'Université de Montréal va pas se dire: «Ouh là là, cet élève-là, il sait pas ce qu'il veut, il candidate à architecture, et à psychologie». C'est pas un problème? Ah ça, c'est je dirais une des choses que je préfère au Québec, c'est que non seulement ça n'a pas d'impact, mais en plus de ça, souvent, il y a des étudiants qui nous demandent: «Ben, moi, j'ai pris une année off, je suis allé découvrir le monde, là, je reviens aux études, est-ce que ça a une incidence?» Ou alors un étudiant qui: «Ben, moi, j'étais dans un programme, je veux totalement me réorienter dans un autre programme». Ça n'a aucun impact chez nous parce qu'on voit de plus en plus d'étudiants font ça. Il y a plus de parcours linéaire, donc chez nous, il y a vraiment aucun impact que vous ayez abandonné, repris vos études, changé complètement. Vous étiez en physique, vous voulez aller en musique. Nous, on étudie vraiment la demande telle qu'elle est pour ce qu'elle est. Donc, on regarde vraiment pas les motivations sous-jacentes. Ça, c'est quelque chose qui est très québécois, je dirais, mais c'est vraiment, on reconnaît les diversités de profils là. Mmh. Super. Et alors, justement, bah, si on parle de ces années sabbatiques, potentielles pour des élèves, imaginons un élève, qui n'a pas eu tout à fait, le dossier scolaire qu'il le souhaitait en 1re, et qui du coup, fait sa terminale, et le terminal se passe beaucoup mieux, le bac se passe très bien, et puis redépose une candidature après son bac, parce qu'il fait une année sabbatique. Est-ce que vous allez que regarder la première encore une fois ou est-ce que vous allez du coup regarder tous les résultats et ce qui pourrait permettre de relever le dossier de cet élève-là, par exemple? Dans le fond, si un étudiant, finalement fait son bac et choisit d'appliquer 1 ou 2 années, après, on va même plus regarder la première, on va uniquement regarder le relevé de notes final du baccalauréat. Donc vraiment,
avec les notes des spécialités, puis la note globale finale. C'est le seul document qu'il aura à nous fournir. Puis là, l'étudiant ne recevra plus du coup d'admission conditionnelle, mais s'il est admis, ben, il va recevoir une admission définitive. Bienvenue, puis hâte de te retrouver. C'est ça. Alors quand on reçoit cette, admission qui, bon, dans 95 des cas, j'imagine, est conditionnelle, est-ce que même avec cette offre qui est conditionnelle, on peut ou on doit, commencer les démarches de demande de visa et comment ça se passe ces démarches pour obtenir un visa d'études au Canada? C'est ben, première réponse, c'est essentiel de commencer avec son admission conditionnelle que les étudiants reçoivent soit avant les fêtes de fin d'année ou des fois en janvier-février. C'est là où il y a des gros booms de pics d'admission. Puis dans le fond, oui, avec cette lettre d'admission conditionnelle qui est un document officiel, vous devez commencer vos démarches d'immigration parce que si vous attendez la lettre finale après avoir passé le baccalauréat, ben là, il va y avoir des problèmes au niveau de l'immigration. Donc, dès que vous avez ce document-là, vous allez, nous, dans le fond, Canada, c'est un peu la beauté du pays, on a 2 paliers. Donc, vous allez d'abord demander l'autorisation de venir étudier au niveau provincial, au niveau du Québec, et vous allez faire une demande de CAQ, Certificat d'acceptation du Québec. Une fois qu'ils vous émet ce CAQ, ben là, vous allez au niveau fédéral, au niveau du Canada, demander un permis d'études pour ben, avoir l'autorisation d'entrer, dans le fond, au Canada. Puis ensuite de ça, il reste 2 choses à obtenir. Beh, une, en fait, dans le fond, en fonction de votre nationalité, encore une fois, soit vous allez avoir besoin d'un visa ou vous allez avoir besoin pour les Français d'un AVE, autorisation de voyage électronique, très simple à obtenir en quelques minutes, vous payez les quelques dollars que ça demande, mais tout ça, c'est un processus en 3 temps. Donc le CAQ, le permis d'études et ensuite, l'AVE avant de partir. Ne l'oubliez pas parce qu'on pourrait vous interdire de rentrer dans l'avion si vous n'avez pas un de ces documents-là. OK, et ça prend combien de temps alors en termes c'est quoi le timing idéal là-dessus? Est-ce qu'on peut tout faire en un mois? Est-ce qu'on peut tout faire en 2 mois, 3 mois? Comment c'est quoi à peu près les j'imagine que ça change un petit peu, ça fluctue peut-être selon les périodes et selon les années, mais à peu près, il faut envisager combien de temps pour aller du point de: «Je reçois mon offre conditionnelle» à: «Ça y est, j'ai mon visa étudiant, je peux valider ma demande»? En fait, c'est difficile à dire parce que ça dépend vraiment de la nationalité du bureau qui traite votre demande et cetera. Mais normalement, si en fait, c'est pour ça qu'on a une demande, une date limite de demande d'admission pour les internationaux différents des nationaux. Si vous déposez une demande avant le 1er février, normalement, nous, on vous répond rapidement, puis vous avez largement le temps de faire vos démarches au Québec, au Canada, peu importe le temps que ça prend. Généralement, le Québec est un peu plus rapide que le Canada, mais encore une fois, ça varie un petit peu, mais si vous avez fait votre demande avant le 1er février, pas de stress, vous aurez le temps de faire vos démarches. Puis, on a également un service qui est là pour vous accompagner. Il y a plein de services à l'université pour vous accompagner. C'est UDM International. C'est des conseillers en immigration, des consultants en immigration qui sont là vraiment pour vous accompagner, pour vous dire n'oubliez pas, il faut faire vos demandes, etc. Donc, dès que vous allez être admis, on va vous envoyer un courriel de félicitations, puis ensuite un autre courriel qui vous explique toutes les démarches, où on va vous pousser, vous dire: «Il est temps de commencer vos démarches». Donc difficile de donner parce qu'il y a beaucoup de nationalités, beaucoup de temps, mais encore vous avez largement le temps si vous faites votre demande avant le 1er février. On a l'offre, on a fait la demande de visa, voilà, ma question est peut-être un peu technique mais si par exemple un élève a 2 offres de 2 universités québécoises, et qui fait les démarches de CAQ et de visa avec l'une, est-ce que s'il décidait: «Ah bah non, en final, je vais aller sur une autre», il faut tout recommencer, donc il faut vraiment être sûr de l'université qu'on choisit ou même du programme qu'on choisit ou, comment ça est-ce que le CAQ est attaché à une université, à un programme spécifique? Ouais, c'est une très bonne question parce qu'il y a eu encore un changement cette année, encore une nouveauté. Dans le fond, avant, peu importe l'université que vous choisissiez, tant que vous étiez dans le même cycle d'études, beh, vous pouviez changer finalement d'avis, puis changer d'université facilement. Ça a changé. Maintenant, sur votre document d'immigration, il y a le nom de l'établissement qui va apparaître. Donc, si vous choisissez de venir, par exemple, à l'Université de Montréal, tous vos papiers d'immigration vont être émis avec la mention de l'Université de Montréal et vous devrez venir à l'Université de Montréal pour que ce soit valide et que vous respectiez les exigences d'admission. Donc, il faut que vous choisissiez votre université avant de commencer les démarches d'immigration parce que vous pouvez toujours changer en cours de route, mais ça augmente les délais, il faut faire Ouais. des changements auprès des institutions, etc. Donc, c'est sûr que si vous avez un choix défini avant de faire vos démarches d'immigration, c'est toujours mieux.
Alors, on entend beaucoup parler que du Canada qui referme un petit peu, resserre un petit peu les vis au niveau de l'immigration, en tout cas de l'immigration des étudiants internationaux qui sont, recrutés pour aller au Canada. Est-ce que ça a une incidence, un impact sur le nombre d'élèves que vous pouvez recruter? Est-ce que ça veut dire que, ça va devenir plus difficile pour les étudiants internationaux d'arriver à l'Université de Montréal ou est-ce que ça n'a pas vraiment d'incidence sur vous? En fait, c'est complexe comme question parce que, ben, actuellement, c'est en mouvance. Actuellement, effectivement, le gouvernement du Canada et surtout le gouvernement du Québec pour nous, ont décidé, de changer un petit peu les règles du jeu en matière d'immigration. Donc c'est tout nouveau là, donc c'est dur de voir, véritablement, qu'est-ce qu'il en est là. On vient tout juste de l'apprendre là. Donc dans le fond, l'Université de Montréal, ben, elle fait les suivis nécessaires auprès, des autorités, mais il faut savoir qu'il y aura quand même toujours de la place parce que je me rappelle, à l'époque où je suis arrivé au Canada, entre 2013 et aujourd'hui, ça a plus que doublé le nombre d'étudiants que le Québec a reçu. Donc, il y a quand même, de la place là, évidemment. Puis là, c'est plus à titre personnel. Je suis persuadé qu'être tourné vers l'international, c'est une force, c'est une chance de pouvoir accueillir des étudiants. C'est un pont entre les pays, entre les civilisations. Puis le Québec a besoin également d'étudiants internationaux pour sa société, pour son économie. Donc, je pense que l'Université de Montréal a vraiment une vocation à rester tournée vers l'international. Donc, on continuera à admettre des étudiants internationaux. Mais ensuite, c'est ça. Il y a des suivis qui vont devoir être faits par nos instances, puis les autorités. Nous sommes le 26 février, 2025, voilà, pour des gens qui regarderaient cette vidéo, écouteraient le podcast, par la suite. Peut-être qu'il y a eu des annonces, de faites depuis. En tout cas, c'est effectivement, il faut suivre les choses, mais on voit bien que, en tout cas, enfin moi, j'ai pu remarquer que pour les grandes universités canadiennes, pour l'instant, il n'y avait pas d'incidence. Espérons que ça reste, comme ça. Bon, écoutez, on a fait un beau tour là, on va regarder s'il y a des questions, de la part de notre audience. Si les élèves se trouvaient au Québec, à Montréal, est-ce qu'on peut venir, visiter? Est-ce qu'il faut seulement venir aux portes ouvertes? Est-ce qu'il y a possibilité de passer à d'autres moments? Ah, pour les étudiants qui viendraient par exemple de la France, qui venir visiter le Québec? Oui, c'est ça, bah, des étudiants internationaux qui voudraient venir voir le campus avant de on encourage toujours les élèves à essayer d'aller voir les campus avant de s'engager. Absolument, c'est tout à fait possible et il suffit d'écrire à notre service, des futurs étudiants dans admission@montréal.ca. Vous nous envoyez un courriel en disant: «Voilà, je serai là de telle date à telle date», pour voir si une visite est possible. Je sais qu'on a des ambassadeurs étudiants qui seront ravis de vous faire visiter, le campus ou même des professionnels. Je l'ai moi-même fait l'année dernière avec une étudiante qui venait de mon ancien lycée en France. Je me suis dit: «Bon, je vais faire la visite moi-même avec cette personne». Donc on est ravis de, montrer notre université, donc c'est tout à fait possible durant l'année, écrivez-nous, puis on va vous organiser quelque chose. Écoutez, est-ce qu'il y a des s'il y a des j'ai essayé de couvrir les questions qui sont arrivées au fur et à mesure, du live pendant notre échange. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les rentrer, maintenant. On va rester encore quelques minutes en ligne, avec Jonathan, s'il y a d'autres questions. Hem, en termes de notes, je voyais une question par rapport à ça qui sont demandées selon les programmes. Est-ce que c'est indiqué, sur, le site? Est-ce qu'un élève qui prépare, le bac français peut trouver, les notes qui vont être demandées, dans ses spé, en maths et cetera? On a compris qu'ils peuvent trouver les spé et les options qui sont requises facilement. Est-ce qu'on peut trouver même les notes, ou est-ce que, voilà, est-ce qu'on peut trouver de manière précise, noir sur blanc, bah, tel programme, il faut telle note pour être, compétitif? Oui, absolument. Dans le fond, quand vous allez sur notre site, vraiment le site de l'admission, admissionumoral.ca, il y a une fiche descriptive par programme. Donc, vous allez sur la fiche descriptive du programme que vous visez, puis quand vous descendez vers le bas de la page, vous allez avoir les exigences d'admission. Vous mettez études faites hors Québec, France, puis même si vous êtes un étudiant d'un lycée français ailleurs, vous devez mettre France évidemment parce que ça reconnaît le système scolaire. Puis là, ça va vous donner les spécialités et également la note qui est exigée l'année dernière. On n'indique jamais les notes de l'année en cours, mais elle sera affichée quoi qu'il arrive sur votre lettre d'admission conditionnelle si vous êtes admise, mais ça vous donne quand même une indication sur le niveau à atteindre pour pouvoir, rentrer dans le programme. Alors petite question, qui me semble pertinente, parce que les universités canadiennes, québécoises et canadiennes de manière générale sont des institutions publiques, on est d'accord. En termes il y a beaucoup d'étudiants à l'Université de Montréal de manière globale, mais en termes de taille de classe, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire,
de gros amphis, beaucoup en première année? Est-ce que c'est un mix de plus petites classes et d'amphis ou plutôt des petites classes? Combien d'élèves à peu près par classe? C'est quoi l'expérience étudiante à l'Université de Montréal à ce niveau-là? Alors ça dépend, je dirais vraiment du programme, où vous êtes évidemment, mais nos programmes sont des programmes beaucoup contingentés avec un nombre de places limité. On limite le nombre de places justement pour éviter d'avoir des amphithéâtres de 500 personnes, puis s'assurer qu'on a des cohortes qui sont viables et qui vont pouvoir faire leurs années sereinement, puis, tranquillement. Donc dans le fond, déjà ça limite, c'est sûr qu'en première année, vous pourriez avoir des amphis de 100, peut-être 200 personnes pour les programmes les plus populaires, mais ensuite, quand vous rentrez en deuxième, troisième année, comme c'est vous qui choisissez vos cours, ben là, vous pourriez être dans des classes de 80, 50, 30. Moi, j'ai même eu des classes à 20 quand j'étais dans mon programme. Donc, ça dépend un petit peu. Donc, voilà, des plus grandes classes en première année, mais encore une fois, nos programmes, surtout les programmes les plus populaires, les plus contingentés, ben, on limite le nombre de places pour éviter de se retrouver avec 500 personnes parce que c'est pas viable ni pour l'étudiant, ni pour ceux qui enseignent, ni pour le bien de la cohorte. Question qui semble, logique, mais effectivement on ne l'a pas précisé. Est-ce que les cours sont en français et ou en anglais? Est-ce qu'il y a possibilité de faire les 2 ou c'est que en français à l'Université de Montréal? C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. On aurait dû commencer par cette question. Oui, c'est vrai. Dans le fond, vous allez vite le voir au Québec, dans le fond, c'est tout l'un ou tout l'autre. Il y a pas d'entre-deux, de par notre histoire. À l'Université de Montréal, les cours se font en français. On est une université de langue française, donc tous les cours auront lieu en français. Par contre, rien ne vous empêche, c'est ça la beauté de Montréal également, à la sortie des cours, vous allez entendre parler à peu près toutes les langues. Vous allez au centre-ville, vous allez pouvoir, parler anglais en permanence, avec, les habitants, puis dans les commerces, et cetera. Donc, ça vous permet quand même de pouvoir amorcer des études dans votre langue, de pouvoir travailler en français, mais par contre, de pouvoir évoluer dans une ville qui est vraiment, pour le coup, je ne devrais pas dire ça trop fort là, mais qui est bilingue. Là, vraiment, Montréal, c'est un peu cette beauté-là, mais les cours et les examens se feront en français. On a une autre question. Est-ce que c'est possible, pour les étudiants internationaux de travailler, d'avoir un petit job, en parallèle de leurs études, quand ils viennent avec un visa étudiant au Québec? Oui, c'est tout à fait, possible. Dans le fond, avec votre permis d'études, vous pouvez travailler, sur le campus, donc au sein de l'université si vous arrivez à trouver un emploi étudiant, ou alors vous pouvez travailler à l'extérieur du campus, donc en ville, à hauteur de ça a changé, avant c'était 20, maintenant c'est 24 heures par semaine, donc ça vous permet quand même d'avoir un complément, de salaire. La priorité reste vos études, mais vous pouvez comme ça trouver, un emploi, puis que ce soit dans votre domaine ou ailleurs. Encore une fois, on est une ville étudiante. Les cafés, les bars, les restaurants, il y a vraiment chaque année, beaucoup de possibilités. Vous avez juste à vous balader avec vos CV quand vous arrivez, tac, 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 vous en distribuez. 2 jours après, vous pouvez être appelé. On a un marché du travail très flexible, au Canada avec un taux de chômage assez bas, donc aucun, enjeu de ce côté-là, mais respectez bien le nombre d'heures maximum parce que c'est une de vos exigences, pour votre permis d'études. Super. Une autre petite question là qui me vient, sur le site de l'Université de Montréal, on peut voir parfois des programmes, c'est une mineure, et puis on va avoir une majeure, et un baccalauréat, avec le même nom. Donc, par exemple, la mineure en physique, la baccalauréat en physique. Heu, Comment ça marche? Est-ce que les élèves doivent forcément candidater à un baccalauréat? S'ils candidatent à une mineure, ça veut dire qu'il se passe quoi, après la première année? Est-ce que leur visa d'études, du coup, ne dure qu'1 an? Comment ça marche ces majeurs, mineurs, et baccalauréat? Alors là, ça va me forcer à parler un petit peu de crédit, mais très, en surface, pour éviter de perdre Il y avait une l'auditoire. question sur les crédits, c'est pour ça que je l'ai posée comme ça. Ah oui, c'est ça! Voilà. Je sentais que c'était lié. Dans le fond, un baccalauréat, c'est 90 crédits universitaires, donc 3 ans, 90 crédits. Un cours, encore une fois, c'est une généralité, ça peut changer un petit peu, mais un cours, normalement, c'est 3 crédits universitaires. Donc on a dit que vous faisiez 5 cours par session, 5 fois 3, 15. Au bout de 2 trimestres de votre année, vous en faites 30, fois 3 années, 90 crédits, vous avez votre baccalauréat. Une majeure, c'est 60 crédits universitaires. Une mineure, c'est 30 crédits universitaires. Il y a certains étudiants qui préfèrent prendre d'abord une majeure, puis ensuite une mineure dans un autre domaine, pourquoi pas, pour arriver à composer leur baccalauréat ou qui ne sont pas tout à fait sûrs de vouloir faire les 3 ans. Donc, ils composent majeure, mineure pour faire un bac. Par contre, c'est pas un cheminement que je recommande pour les étudiants internationaux parce que quand vous allez faire votre majeur, par exemple, ben là, votre permis d'études sera valable uniquement pour la majeure. Puis là, il faudra refaire des démarches pour votre mineur ou si vous cumulez les mineurs ou les majeurs. Donc, c'est pas idéal. Généralement, pour les étudiants internationaux, c'est vraiment le baccalauréat de 3 ans. Votre permis, il est valable
pour 3 années, vous ne refaites pas de démarches, entre-temps. Donc, c'est je dirais, c'est plus avantageux peut-être pour les nationaux de pouvoir composer des majeurs et des mineurs. Mais par contre, je tiens à le mentionner, souvent il y a une confusion pour nos, les étudiants que je rencontre là ou même les admis des fois. Les noms ressemblent avec le système anglo-saxon, mais c'est vraiment différent. Nous, les majeurs, les mineurs, c'est différent de ce qu'on a dans le système anglo-saxon. C'est, si vous êtes intéressé par exemple, la physique, vous allez dans le baccalauréat en physique. C'est un baccalauréat universitaire qui est différent du baccalauréat français. Parce que souvent la confusion, c'est: «J'ai un bac français, pourquoi je rentrerai dans un bac? Je vais choisir les majeurs, mineurs». Non, 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 c'est différent. Super, bah, écoutez, on a couvert toutes les questions. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé, dont vous voudriez, partager avec notre audience? Un mot de la fin, un conseil de la Ah! fin? Ben, moi, je l'ai fait il y a quelques années, donc je suis, un amoureux évidemment, mais à la fois de l'université de Montréal, mais des études à l'étranger. Donc je pense que si vous êtes là, c'est parce que vous envisagez, déjà on l'espère, à l'université de Montréal, mais plus largement de faire vos études, à l'international. Puis si vous avez l'opportunité, l'occasion, faites-le parce que je peux vous dire que ça change une vie là, même si ensuite vous rentrez, ça vous grandit, c'est une expérience qui est inoubliable. Puis si en plus vous choisissez l'université de Montréal, ben du moment où vous envisagez les études, parce qu'on va souvent sur le terrain, en France ou à l'étranger, puis quand vous êtes admis, là, dans quelques semaines, je serai en France, on retourne vous voir également, on vous accompagne du début à la fin pour que la transition entre le lycée et l'université se passe bien. Donc, on sera toujours là pour vous aider à construire votre projet si vous choisissez de venir chez nous. C'est tout ce que je peux dire en conclusion. Super, bah, c'est parfait. Merci beaucoup, Jonathan, pour, votre temps et tous ces conseils précis et puis ces nouveautés, hein, parce que les choses évoluent régulièrement donc on n'hésitera pas à vous réinviter d'ici 1 an ou 2 pour, avoir les updates sur, les nouveautés. Donc merci beaucoup Merci. et puis, à tout le monde, merci d'avoir suivi cet épisode, d'Anywhere Uni et on se retrouve dans un prochain, podcast très bientôt. Au revoir.